Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. Les directs c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. Merci déjà à tout le monde. Merci à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui sont toujours connectés à 12h pour écouter. Vraiment, ça donne la force. Hein? Voilà, on va commencer avec la première histoire. Surtout, laissez vos impressions en commentaire. Voilà, première histoire. Bonjour DMG, j'ai une petite histoire à raconter. C'est pour sensibiliser les mamans qui ont souvent des enfants là, pour ne pas être trop distraites quand ils sont dans les endroits publics avec des enfants. Je suis au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Le vendredi dernier, je suis allée à l'hôpital avec ma petite soeur. Elle a un bébé, moi aussi j'ai un bébé. Nous sommes allés faire le pesé. Après le pesé, nous sommes allés au grand marché pour faire les petites courses des enfants, des petits trucs qui manquaient. Vu qu'on n'avait pas mangé depuis le matin, ma petite soeur me propose, bon Yaya, recherche un endroit où manger. On a trouvé un endroit, il y avait une dame là qui vendait la nourriture. Dehors, devant une parcelle. Dans la parcelle, elle avait mis l'hangar, des tôles, plus des chaises et des tables pour que les clients s'asseyent. On a proposé quelque chose à manger là. Nous sommes rentrés dans la parcelle. Elle nous a proposé d'aller s'asseoir au fond, vu qu'on avait des enfants. Nous sommes allés s'asseoir. Elle est venue nous servir, on mangeait là. Quelques minutes après, une dame là, elle vient s'asseoir à côté de nous. J'étais assise face à face avec ma soeur. Elle vient à côté de moi, elle s'assoit. Donc elle aussi, elle regarde ma soeur. Ça m'a un peu... Hein, ça a attiré mon attention, vu qu'il y avait beaucoup de place pour s'asseoir. Mais pourquoi la dame est venue s'asseoir tout juste à côté de nous? Et me serrant plus, parce qu'il restait que juste une petite place. Elle est venue s'asseoir carrément. Elle s'assoit là. Elle ne parlait pas, rien. Tout calme. Ça a attiré mon attention. Au fond de moi, j'ai commencé à prier. Qu'est-ce que cette dame veut? Je me suis sentie mal à l'aise. J'étais pas dans mon assiette. La dame était assise calme. Quand j'essaie de la fixer, elle tourne le visage. Donc, elle était en train de fixer ma petite soeur. Or, en même temps, ma petite soeur aussi, elle était mal à l'aise. Maintenant, elle me dit, à un moment là, quand je la vois, je la fixe, elle me dit, vu qu'il y avait les chats là-bas, elle me dit, ah, les chats là, ils sont bien, hein? Vous leur avez donné à manger, ils sont en train de manger. Moi aussi, j'ai accepté, oui, ils sont en train de manger. Elle reprend encore son silence. Moi, j'ai trouvé ça louche. Après quelques minutes, ma petite soeur finit de manger. Elle veut me donner son fils comme ça. Elle aille laver les mains. Qu'est-ce que la dame dit? Tout d'un coup, elle ne nous causait pas. Hein? Elle dit, oh, donne l'enfant, je vais t'aider. Donne l'enfant. J'ai dit non. Tu ne peux pas soulever les deux enfants. J'ai dit, je peux. Ma petite soeur m'a remis l'enfant. Elle insiste encore. Donne, je vais t'aider, tu n'arrives pas. J'ai dit, moi j'ai des jumelles. Je sais comment soulever deux bébés à la fois. Je peux. Troisième fois, elle insiste encore. J'ai dit, madame, je peux soulever les deux enfants. Pourquoi tu insistes? Après, elle a laissé. Ma petite soeur a lavé les mains rapidement. Elle est venue prendre l'enfant. Moi aussi, je me suis levée. J'ai lavé les mains. Dès qu'on a fini de parler comme ça, elle se levait. Elle est allée à côté. Jusqu'à ce qu'on était parti. Dès que nous sommes sortis de là, j'ai posé la question à ma petite soeur. Comment tu as trouvé la dame là? Elle me dit que quand elle était assise là, moi j'étais en train de prier pour les enfants. J'étais pas à l'aise. Moi j'ai dit, moi aussi j'étais en train de prier. Moi je me suis dit peut-être que c'est à cause de l'émission que je suis devenue un peu parano.
Mais ma petite soeur ne suit pas l'émission. Comment est-ce que ça fait-il aussi? Nous deux, on a le même intuition. On a eu le même intuition. On a trouvé ça louche. On a dit, ah, gloire à Dieu, on n'était pas distraite. On a prié, nous sommes sortis de là. Donc, c'est juste pour sensibiliser les mamans qui ont souvent des enfants. Quand vous allez quelque part, surtout dans les endroits publics, il ne faut pas trop être distraite. Parce que ce genre de choses aussi se passe souvent dans les hôpitaux, tels que là où nous étions à l'hôpital faire les pesées. Il y a des mamans qui viennent là-bas avec leurs enfants. Les autres mamans font souvent confiance, font souvent confiance parce qu'ils croient que vu que la maman là a un enfant, toi aussi tu as un enfant, donc elle aussi, c'est juste une bonne mère, elle est sainte et tout. Non. On ne fait confiance à personne. Ce monde n'est plus comme avant. Le monde est vraiment détruit. Les gens sont maintenant mauvais. Donc, c'était juste pour sensibiliser les mamans de ne pas être distraites. Si nous, on était distraites, peut-être en ce moment-là, on allait la remettre l'enfant. Qui sait ce qu'elle allait faire à l'enfant? Donc, je remercie vraiment votre émission parce que grâce à votre émission, ça m'a éveillée. Je suis maintenant prudente. Donc, merci beaucoup. Likez, partagez, commentez. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Allô, bonsoir DRMG, bonsoir la famille. Likez, partagez et soutenez. Vous savez, sur cette chaîne, on forme toute une famille. Donc, on doit soulever cette famille-là. Ok. J'ai une toute petite histoire que je vais raconter. Bon, je ne sais pas trop si c'est mystique. Bon, moi, j'ai vu ça un peu. Donc, au fur et à mesure dont on parle là, les histoires de mon enfance, ça monte un peu dans mon cerveau, en fait. J'étais du côté, quand j'étais au Cameroun, je faisais pratiquement la terminale. Nous sommes allés fêter, puisque j'avais eu mon bac, nous sommes allés fêter avec mes amis. Dans un nightclub, snack bar, qu'on appelle Picasso. Je vais prononcer le nom parce que ça n'a rien de mystère. Nous sommes allés danser là-bas. Maintenant, on rentre. On cherche au taxi, on ne voit pas. Parce que nous, on était habitués à voler le taxi. On cherche le taxi, on ne voit pas. On a coupé le raccourci. On est passé par l'école publique de Douala Village. L'école publique de Douala Village. À l'époque, il n'y avait pas les barrières. Il n'y avait rien. Nous sommes passés par là. Quand nous passons par là, on a décidé, comme on avait acheté à l'époque là, on vendait les trucs, les histoires qu'on appelle le Don Simon, les vins rouges là. On avait acheté beaucoup au fait. On a décidé qu'on doit s'asseoir là-bas pour finir la soirée. Il était pratiquement 2 heures. Pendant que nous sommes en train de boire, la lumière part. On a coupé la lumière dans le village. À l'école publique là. Dans tout le village au fait. La lumière part. On est assis, ça fait pratiquement 30 minutes pendant que nous sommes en train de boire notre vin. On voit les gens passer en blanc. Ils étaient plus de 30. Au milieu, il y avait quelqu'un qui était habillé en rouge, avec une grosse croix. Non, pas la croix, un peu comme la croix rouge, pas la croix de Jésus, au fait. Une grosse croix. On le voit défiler. On les voit défiler. Ils partent, il y avait un manguier dans l'école publique là. Ça a produit les fruits, mais les fruits n'ont jamais mûri. Je ne sais pas, vous pouvez même, comme vous êtes au Cameroun, là, vous pouvez même demander aux gens, peut-être maintenant ça mûrit, mais ça ne mûrissait pas. Ou peut-être on a coupé, ou on a déraciné. Parce qu'on a cherché à couper ça une fois, les scie à moteur sont gâtés, sont tombés en panne. Donc, on est resté là, on a vu, j'ai dit que tous mes amis ont fui. Je suis resté là comme ça, là, avec un grand là, que je ne dois pas mentionner son nom, parce que si je mentionne son nom, peut-être beaucoup de gens vont le reconnaître. C'est un Yaoundé.
Lui et moi, nous sommes restés là. Je lui ai posé la question que, mais pourquoi les gens fuient? Les gens sont de passage, ils sont en train d'aller faire leurs choses. Vous courez, vous fuyez parce qu'ils sont en blanc ou bien. Ils ont tourné autour du manguier là où c'était 26 fois, où c'était combien de tours? Jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3h40. Ils se sont retournés comme ils sont venus. Le matin, je vous assure, le matin, on a trouvé un corps d'une jeune fille à l'école publique. Je parle comme ça, c'était 2008. Tapez même dans Canal Plus Horizon, vous allez, Canal 2 International, vous allez voir. 2008, si vous avez YouTube, 2008, le corps de la jeune fille qui a été retrouvée à l'école publique. Et dit le matin, on a retrouvé le corps d'une jeune fille dans une salle de cours préparatoire, ou moins deux, comme ça, je ne sais pas trop. Donc, quand nous on a vu ça comme ça, là, on a dit merde. Nous-mêmes là. Donc, moi, la lecture de l'histoire, c'est comme il faut éviter souvent, franchement, d'être curieux ou peureux. Parce que je ne sais pas si moi aussi je continuais de courir, ce qui devait se passer. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, je ne sais pas si c'est mystique. Donc, jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas. Voilà, merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. DMG, ma deuxième histoire, c'est ceci. Je suis plus il y avait la guerre du truc qu'on appelle Boko Haram au Cameroun. Ma grand-mère a décidé d'aller s'installer du côté de l'ouest Cameroun, pratiquement à Tchank. Je suis allée là-bas. Le jour où j'arrive, le lendemain, un de mes oncles meurt, que c'est le serpent qui l'est tué au champ. Ma grand-mère décide alors de voyager pour le nord. Maintenant, elle me laisse à la maison seule, dans toute la conception seule. DMJ. DMJ. Je t'assure. Je te jure. Ah, c'est comme si je dormais avec les gens. Et donc, c'est comme si je dormais avec tout un quartier. Les hiboux criaient dans toute la maison. Une maison que c'est ma propre maman, ma mère natale, qui a construit. Les hiboux criaient dans toute la maison. Je dis toute la maison. Pendant une semaine. Donc le jour où elle est partie, la lumière est partie dans tout le village. Pendant une semaine. À Tchang, je précise bien à Tchang. Mais je ne dois pas prononcer le nom du quartier parce que moi j'ai peur. On ne sait pas combien de Tchang sont là. La lumière est partie. Mais, moi, une semaine après, moi j'ai décidé, moi je pars, comme il n'y a pas la lumière ici, je pars chez ma tante, je dors même 2-3 jours avant de rentrer sur Douala. J'arrive maintenant dans la conception de ma tante, parce qu'elle est mariée, elle est la 5e femme, la dernière. Oui. J'arrive là-bas, elle avait déjà prêté tout là où je vais dormir et tout et tout. Papa, DMG, j'arrive là-bas. Je te dis, mon cousin, le dernier fils à ma tante, lui et moi on a pratiquement le même âge. Il me dit, tu es venu chercher quoi ici? Et chaque jour tu me rends visite à la maison là-bas, mais tu me demandes ce que je suis venu chercher ici. Il me dit non, ici n'est pas bien pour toi. Il dit ce n'est pas bien pour moi, comment? Il me dit que tu ne sais pas ce qui se passe ici. Il se passe ici comment? Il me dit tu ne dors pas ici. Il a tellement insisté avec ma tante, avec mes cousins, pardon, que je dois aller dormir en ville. Nous sommes allés louer l'auberge en ville, en plein Bansois, là-bas. On appelle la ville Bansois, pour ceux qui connaissent Bansois. Nous sommes allés louer l'auberge là-bas, j'ai dormi là-bas. Le matin, la chambre là où ma tante avait apprêté là, le serpent est entré là-bas. Ça a mordu mon cousin là, mon jeune petit cousin là. Il est décédé. Ça a mordu les chèvres, ça a avalé la chèvre. On a tapé le serpent. Donc, quand ça a avalé la chèvre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le serpent est calé là, ça ne parvenait pas à respirer. On a tapé jusqu'à tuer.
Le lendemain, la coépouse à ma tante est décédée. Je vous jure. Donc, je ne sais pas si c'est mystique. Parce que les gens comme nous. Mais la leçon de la vie, c'est quoi? Nous, les enfants uniques, là. Quand tu es une seule fille, peut-être au milieu de 10 garçons, peut-être que tu es une seule fille unique. Évitons, il y a les gens qu'on ne doit même pas parcourir, qu'on ne doit même pas fréquenter, comme les tantes et les oncles, là. Parce que tout est fixé sur nous, parce que nos chances sont élevées. Je me suis posé la question, mais pourquoi ma tante voulait, c'est moi, on sacrifiait à la place de son fils? Mais pourquoi? Je me suis posé, jusqu'à présent, il me pose toujours la question. C'est même ça qui a fait que j'ai fui le Cameroun. Tu vas voir, beaucoup de gens ont fui le Cameroun. On va se dire peut-être que c'est parce qu'on n'aime pas notre pays. On aime notre pays très bien. Mais le problème, c'est les circonstances de la vie. Je te jure, DMJ. C'est les circonstances. Parce que tellement j'ai les histoires mystiques. Ah. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Merci beaucoup. 4e histoire. Alors DMG, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire de 2 Congolaises. Je pourrais prendre les prénoms comme Nicole et Natacha, par exemple. Alors, Nicole, c'est une jeune femme, une femme d'affaires qui fait des voyages tout le temps, Cotonou-Brazza, qui va acheter des tenues que vous connaissez tous, des tenues comme des tuniques et tout ça. Alors, Nicole, c'est ça son business. Natacha, dans le quartier, a remarqué Nicole, vu que bon, elles discutent bien, elles sont voisines, de surcroît, elles ont grandi ensemble. Nicole a une belle vie, elle fait des voyages, mais Natacha, non. Natacha vend des beignets, et vraiment, c'est une vie pénible pour elle, elle ne se plaît pas dans ça. Donc, du coup, elle est émerveillée par la dynamique de Natacha. Mais Natacha, toi, tu es bien, tu voyages et tout, tu fais des voyages. Vraiment, j'apprécie vraiment, mais j'aimerais faire comme toi. Voilà que Natacha demande à Nicole, mais comment tu fais et tout ça. Nicole dit, moi, je peux t'aider. Donc, si tu veux que je t'aide, laisse-moi d'abord effectuer ce voyage. Je vais demander à mon maître, le monsieur qui me finance tous ces voyages et autres. Et quand je vais revenir, je reviendrai pour te prendre, t'inquiète pas. J'espère que tu as ton passeport, je reviendrai pour te prendre et même ton billet, ton séjour, ça sera sous mes frais. Natacha est contente, bien sûr. Elle se dit, mais ça, c'est une bénédiction. C'est une joie. Et du coup, Nicole fait le voyage. Or, quand Nicole fait le voyage, c'est pour vendre. Elle va là-bas. Elle est en connivence avec un marabout qui est au Bénin. Le marabout avec lequel elle traite. Donc, elle est dans des trucs sombres. Elle dit, le marabout, non, mon ami là, ma soeur du quartier là, vraiment, elle s'intéresse à ce que je fais, mais moi, j'aimerais que, voilà quoi, je puisse lui faire ce système-là. Vraiment, je veux vraiment la sacrifier. Le marabout qui dit, d'accord, emmène-la. Elle revient sur Brazza, elle prend sa camarade là, elle paye le billet d'avion, elle s'envole pour le Bénin, donc Cotonou. Quand elles arrivent là-bas, vu qu'elles n'étaient pas parties directement chez le marabout, elles ont pris une chambre d'hôtel pour se reposer, dormir le lendemain. Elles étaient censées aller voir le monsieur. Et donc, dans la nuit, pendant le sommeil, c'est Natacha qui rêve, qui fait un songe. Et dans le songe, elle rêve un fou qui la pourchassait.
Le fou la pourchassait, tellement que le fou la pourchassait, elle s'est arrêtée et dit, mais arrête de me pourchasser, qu'est-ce qu'il y a? Le fou lui dit, non, j'ai à te dire, mais s'il te plaît, écoute-moi, ne me fuis pas, j'ai à te dire. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, tu es un fou, qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-moi, je dois te parler, j'ai un message à te dire. Elle dit à Natacha, en tout cas, s'il te plaît, écoute-moi, c'est important. Ça, c'est dans le songe. Et Natacha reste debout pour écouter. Le fou lui dit, demain, tu iras quelque part, mais là où tu iras, ne bois pas de l'eau qu'on te donnera là-bas. Si on te tend la main pour te saluer, n'accepte pas. Réponds par la bouche. Si on te donne une chaise aussi, n'accepte pas de t'asseoir. Reste debout. Suis à la lettre ce que je t'ai dit et tout ira mieux pour toi. Et du coup, lorsque elle essaye de demander chez le fou, mais pourquoi tu me dis ça? Elle sursaute. Donc le songe s'arrête net là. Elle crie Jésus. Quand elle se réveille de son songe là, Nicole qui est à côté lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un mauvais songe? Natacha qui dit non, ça va, t'inquiète. Nicole dit non, faut me dire parce que dans ce pays-là, les gens sont bizarres. Peut-être que t'es arrivé quelqu'un, peut-être que on est venu te tenter des trucs un peu dans le genre. Il dit non, t'inquiète, il n'y a rien, on peut dormir. Voilà qu'elle continue à dormir. Alors le lendemain matin, ils se sont apprêtés, elles sont parties. Et quand elles partent à l'endroit, il faut rappeler ici que le marabout là a une maison en étage, en tout cas une belle maison, selon les dires de Natacha. Une très belle maison, une maison en étage, vraiment très jolie. Or, au sous-sol, il y a en tout cas des trucs bizarres qui se passent là-bas. J'en viens. Donc, elle arrive, le marabout, donc le soi-disant maître de Nicole, donc le soi-disant maître de Nicole, qui est un marabout, les reçoit. En les recevant, le marabout tend la main à Natacha, mais bonjour madame. Natacha répond de la bouche, non, bonjour monsieur. Ça, c'était la première tentative. Deuxième tentative, ah, mais tu vas pas boire de l'eau? Oh non. En tout cas, là où je suis vraiment pleine, j'ai déjà bu de l'eau, ça me va. On lui tend la chaise, elle refuse, elle dit non. Je veux plutôt savoir comment vous faites pour gagner de l'argent. M'asseoir, ce n'est pas important. Le marabout regarde Nicole. Excusez-moi, avant qu'on arrive sur la chaise, parce que ça faisait déjà 2 défaites, parce que normalement, tous ces 3 signes, c'était par lesquels on devait avoir Natacha, pour mieux la voir et la sacrifier. Donc, du coup, le marabout prend Nicole à côté, lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'ai proposé, toutes les 2 choses que j'ai proposées, elle refuse. Qu'est-ce qu'il y a? Nicole dit, ah, je ne sais pas. C'est le marabout qui lui dit, mais si elle continue comme ça, c'est toi que je vais prendre. Nicole dit, non, ne vous inquiétez pas, peut-être que en lui proposant la chaise, elle va s'asseoir et c'est là où on l'aura. Voilà comment est-ce que les 2 reviennent, lui proposent la chaise pour s'asseoir. Elle refuse. Elle dit non, je ne vais pas m'asseoir, mais je veux plutôt savoir comment vous faites pour gagner l'argent. C'est là où le marabout dit à Natacha, non, rentre à l'hôtel, tu es vraiment sage, tu es intelligente. Nicole va te suivre, rentre à l'hôtel, on va discuter avec Nicole et Nicole te donnera la suite. Elle dit d'accord, elle repart. Vu que le marabout s'était préparé pour Natacha,
Mais à la grande surprise, ça a tourné sur Nicole. Le marabout prend Nicole, fait tout ce qu'il avait prévu faire sur Natacha. Donc il lui tend la main pour lui dire bonjour, il lui donne de l'eau, elle boit, elle lui fait asseoir sur la chaise. Voilà comment Nicole a été sacrifiée à la place de Natacha. Et Nicole est restée là-bas. Natacha fait 2 jours à l'hôtel, mais Nicole, depuis là, elle ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà comment elle décide de repartir chez le marabout, donc chez le monsieur. Quand elle arrive, elle demande au monsieur, mais comment ça se fait que depuis ce jour qu'on était là, Nicole n'est toujours pas rentrée? Le marabout lui dit, c'est vraiment triste, mais Nicole, voilà ce qu'elle a prévu faire sur toi. Mais vu que toi, ton esprit était fort, ça n'a pas marché avec toi. Dieu t'aime tellement que ça l'a pris elle-même. Elle dit, mais comment ça? Mais le marabout lui dit, tout ce qu'on avait prévu, ça a échoué sur toi. Nous, on avait prévu t'avoir par un bonjour, en te serrant la main, par de l'eau à boire, parce que cette eau était composée, par une chaise aussi. Si tu t'asseyais à la chaise qu'on t'avait proposée, on t'aurait eu. Ça, c'était... tout ça, c'était des pièges. Vu que tu as survécu, tu n'as pas pu y tomber. Donc, c'est ta copine qui a pris ta place. Et ta copine, je te dis, comme le dit le marabout, à Natacha, qu'elle avait prévu te sacrifier pour que tu deviennes comme une personne pour elle, son esclave, pour lui produire de l'argent. Elle dit, comment ça, elle ne peut pas me faire ça, on ne se connaît pas aujourd'hui, c'est ma copine de longue date et tout ça. Elle dit non. Le marabout lui dit non. Ce que je te raconte est authentique. Elle dit non, j'y crois pas. Le marabout lui dit, en ce moment même, ta copine, elle s'est transformée en serpent, elle vomit de l'argent. Il dit non. Le marabout lui dit, tu es sûr que tu seras capable de supporter de la voir? Il dit, je veux voir. Le marabout l'emmène au sous-sol. Très belle maison, mais on est sans se douter qu'il y a un sous-sol comme ça, où il y a des âmes, des gens qui sont retenus captifs. Et ils descendent au sous-sol. Quand ils descendent au sous-sol, en tout cas, comme elle le disait, elle a vu beaucoup des âmes, des gens, beaucoup des choses bizarres arriver, puisqu'il y avait des petites prisons en fait. Il avait mis ces choses-là dans des prisons, donc ces personnes-là dans des prisons, des petites cages. Donc il a en quelque sorte construit des prisons au sous-sol là-bas. Donc quand ils arrivent à la prison, à la chambre, je dirais même de Nicole, non, c'est Natacha qui trouve sa copine. Nicole, le visage de Nicole, donc la tête d'une personne, mais le corps entier d'un serpent. Vomissant de l'argent. Elle a vraiment, quand elle a vu ça, elle était vraiment ébahie. Elle a dit, mais comment est-ce qu'elle voulait me faire ceci? Donc moi, devenir un serpent et vomir de l'argent. Le marabout lui dit, c'est bien ça. C'est ce qu'elle avait prévu pour toi. Voilà pourquoi. Donc, il me dit, mais comment je vais faire? Nous sommes venus, nous deux, ici. Ses parents savaient que nous étions venus ensemble, mais comment est-il possible que je vais rentrer seul? Et elle va rester. Pourrais-je pas rentrer avec elle? Le marabout dit, à l'instant qu'elle va sortir de cette prison et de cette parcelle, elle mourra. Mais ce qu'il y aura lieu de faire, c'est de la laisser là et vomir de l'argent. Comment ça? Il me dit, ben oui, c'est son sort, elle va rester là. Le marabout lui dit, prends cet argent qu'elle vomit, va avec. L'argent pouvait faire au moins deux sacs, hein. 2 sacs. Elle a pris l'argent. Le lendemain, elle a payé le billet, elle est rentrée sur Brazza. Arrivée à Brazzaville, les parents, bien évidemment, naturellement, les parents de Nicole demandent à Natacha, mais où est ta soeur? Elle dit non. Voilà ce qui s'est passé. Les parents n'ont pas cru. Elle appelle donc le
le marabout, vu qu'il s'était changé des contacts. Le marabout dit, si ses parents ne croient pas, emmène-les ici, paye-les les billets d'avion, ils vont venir voir. Alors comment, avec l'argent que Nicole avait pu avoir là-bas à payer les billets d'avion aux parents plutôt avec l'argent que Natacha avait pu avoir là-bas à payer l'argent aux parents de Nicole pour qu'ils aillent pour le Bénin. Et quand ils arrivent au Bénin, ils sont allés voir le marabout. Le marabout dit, oui, vous pouvez arriver. Nicole est ici. C'est Nicole qui a emmené sa copine ici, là, parce que Nicole voulait sacrifier sa camarade. Ses parents disent, mais comment ça se fait? Mais oui, moi je traite avec Nicole. Vous croyez que la richesse qu'elle a, c'est comment? Il y a des trucs qu'elle fait pour moi et tout ça. Donc voilà pourquoi. Les parents ont dit, bon, d'accord, nous on va voir notre fille. Il les a emmenés au sous-sol, leur montrer là où était leur fille. En tout cas, quand ils ont vu, ils avaient des larmes aux yeux. Mais comment elle peut faire ça? Et comment les parents ont eu pitié de leur fille. Dire, mais vraiment, on ne peut pas l'emmener avec nous. Qu'on aille se démerder avec au pays. Le marabout redit la même chose qu'il avait dit à Natacha, que dès qu'elle sortira d'ici, elle va mourir. Donc c'est mieux qu'elle reste ici, qu'elle continue à vomir de l'argent et je vous enverrai de l'argent chaque fin du mois. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que si vous la sortez de ma parcelle, de cet endroit, elle mourra. Alors comment est-ce que les parents étaient contraints d'accepter cela? Donc elle est devenue en même moment une source de fortune de leurs parents, de ses parents. La morale ici, c'est que nous cherchons souvent à savoir ce que deviennent les autres par rapport à leur changement ou leur ascension, leur apogée, mais on oublie souvent que vouloir faire comme l'autre peut nous entraîner dans des dangers que nous ne pourrions peut-être pas nous en sortir si ce n'est la grâce de Dieu. Souvent vouloir connaître ce que les autres font n'est pas bien. Là encore, c'est parce que Dieu était avec elle, mais si c'était pas Dieu, je pense qu'elle serait là aujourd'hui à vomir de l'argent pour Nicole. Elle devait peut-être devenir l'esclave de Nicole. Donc, vraiment, faisons attention. N'envions pas tout le monde et n'ayons pas cet esprit envieux là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On peut perdre sa vie à tout moment. Et donc, c'est ce que je tenais à vous dire, mes chers frères et sœurs, que évitons cela. Mais le destin, c'est Dieu qui le trace. Et tant que ton heure n'est pas arrivée, ne te panique pas, mais garde les yeux rivés vers les cieux, car lorsque ton heure arrivera, il arrivera. Donc, voilà, c'était l'histoire que j'avais à cœur de vous raconter aujourd'hui. Et je vous invite à commenter, à liker. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez, s'il vous plaît. Likez, commentez. Bonsoir DMG. Je te suis depuis un bon bout et tes histoires vraiment m'ont beaucoup fait mûrir, fait grandir et voir la vie autrement. Bon, je vais raconter une histoire qui n'est pas personnelle, mais qui concerne une très bonne amie à moi. Je vais lui donner le nom de Manuela. Je vais lui donner le nom de Manuela. Bon, Manuela et moi, nous avons grandi ensemble depuis l'âge de 8 ans. Nous avons grandi ensemble, nous avons été
de bonnes amies jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vécu beaucoup de grandes choses, elle et moi. Ce qui fait que on se raconte absolument tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tout ce qu'elle fait, elle me dit. Tout ce que je fais, je lui dis aussi. Manuela et moi, nous avons chacune déjà un enfant. Nous avons eu des enfants très tôt. Moi, j'ai eu un enfant avant qu'elle. Et quelques années après, elle a eu un enfant. Malheureusement, nous ne sommes pas avec les pères de nos enfants. La vie a fait en sorte que nous ne puissions pas être avec eux. Quand je dis jeunes, nous sommes jeunes. Manuela a 25 ans et moi, j'ai également 25 ans. Nous avons eu des enfants dans l'adolescence, vers l'âge de 16 et 18 ans pour elle. Bon, un jour, Manuela fait la rencontre d'un jeune homme, dont je ne vais pas dire l'ethnie. Bon, déjà, je suis du Cameroun. Je ne vais pas dire l'ethnie de ce jeune homme. Et Manuela était vraiment très contente parce que c'est un homme qui est entré dans sa vie, qui a essuyé ses larmes, comme on dit. Il l'aimait, il était bien avec elle, il prenait soin d'elle, il prenait soin de l'enfant de Manuela. Il était aux petits soins, il pensait à l'avenir de Manuela et tout. Donc Manuela était vraiment heureuse de savoir qu'elle a rencontré le véritable amour, comme on dit. Un homme bien, parce que nous les jeunes filles, quand nous avons déjà un enfant, on se dit généralement que trouver un mari, ça sera vraiment difficile pour nous, surtout avec cette nouvelle génération. Donc Manuela était vraiment très contente d'avoir eu ce genre d'homme. Mais elle était, comment dire, elle était obsédée par l'envie de se marier. Elle avait vraiment ça en tête. Le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Je dois avouer que moi-même, je suis passée par là. À un moment donné, je pensais beaucoup au mariage. J'étais prête à épouser n'importe qui, même si je ne l'aimais pas, pourvu qu'un homme entre dans ma vie. Bref, revenons sur Manuela. Elle était vraiment obsédée par le mariage et l'envie de réussir. Donc cet homme, je vais lui donner le nom de Yannick. Yannick était très bien. C'est un gars qui faisait dans des affaires, mais je ne sais vraiment pas quelle affaire. Manuela elle-même ne savait pas quelle affaire. Et il lui donnait beaucoup d'argent. Des voyages par-ci. Vraiment, il était au petit soin avec elle. Le paradis, quoi. Tout ce qu'elle voulait. Sortir en boîte. Le jour de l'anniversaire de Manuela, il peut dépenser même 500 000 en boîte de nuit. Il offre encore des cadeaux. Il fait des voyages. Elle était vraiment bien. Jusqu'au jour où Manuela lui a dit, regarde, tu es tout le temps en train de me donner de l'argent. Est-ce que tu ne peux pas investir dans quelque chose que je peux faire, une activité que je peux faire? Bon, voici, je ne pars plus à l'école depuis que j'ai eu le bac et tout. Essaye de me trouver un truc. Il a décidé d'investir, de lui donner de l'argent, qu'elle se lance dans la coiffure et qu'elle ouvre un institut de beauté. Manuela était contente et tout. Et puis, par derrière, Manuela a décidé de faire un concours. Mais sans dire à Yannick.
Elle a décidé de dire à Yannick après les résultats du concours. Les résultats du concours sont sortis, Manuela a eu. Elle a décidé de dire donc à Yannick qu'elle a eu le concours. Yannick, peu de temps après, demande Manuela en mariage. Manuela est excitée, elle est contente, elle accepte la demande et tout. Il vient, il rencontre la famille de Manuela et tout. Il présente Manuela aussi à sa famille, tout est bien. Moi, personnellement, je suis une fille qui aime la prière. Je prie beaucoup, malgré que je ne vivais pas une vie parfaite, une vie sainte. Mais j'avais toujours cette soif pour la prière. Donc, je priais beaucoup. Quand Manuela m'a parlé de ça, je lui ai demandé de beaucoup prier aussi. Parce que le mariage n'est pas chose facile. Manuela s'est mise dans la prière aussi. Et un jour, elle m'appelle qu'elle a des attaques. Que depuis qu'elle a commencé à prier, elle a des attaques. Elle me décrit les attaques. On la pourchasse dans ses rêves. On fait les... Elle rêve qu'elle a attaqué. Elle rêve qu'on veut la tuer. Elle rêve vraiment de beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Elle a commencé à maigrir. Subitement, elle maigrit. Son enfant tombe gravement malade. Elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et moi, de mon côté aussi, je prie pour elle. Je prie. Mais moi, personnellement, je ne reçois rien. Mais elle voit beaucoup de choses depuis qu'elle a commencé à prier. À un moment donné, nous, on a soupçonné sa famille. On s'est dit que peut-être c'est sa famille. Peut-être, comme plusieurs ne sont pas mariés, on veut l'empêcher d'être marié, tout. Donc, elle prie. Puis, elle doit quitter la ville où elle est pour aller ailleurs. Pour sa formation, pour le concours qu'elle a eu, il fallait qu'elle aille se former. Et étant là-bas, elle continue dans les prières. Son fiancé Yannick venait lui rendre visite de temps en temps dans la ville où elle était maintenant. Il était là, il venait de temps en temps, il lui envoyait de l'argent, et beaucoup d'argent, hein. C'était pas des petites sommes. Il envoyait vraiment beaucoup d'argent pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, pour qu'elle puisse manger, vu qu'elle avait beaucoup maigri. Par derrière aussi, il donnait de l'argent à celle qui gardait l'enfant de Manuela et tout. Puis, un homme de Dieu, ainsi que la maman de Manuela et certaines de ses tantes, sont venus lui voir pour lui dire que ils ont vu que c'est Yannick qui attaque Manuela spirituellement. Parce que depuis qu'elle a commencé à prier, Yannick est dérangé. Yannick a arrêté d'appeler la famille de Manuela. Il a arrêté même de prendre soin de l'enfant. Et elle a remarqué que elle-même, personnellement, Yannick commençait à l'éviter. Quand elle dit ça au pasteur, le pasteur lui dit oui, c'est parce que c'est Yannick qui te faisait des attaques. Tout l'argent qu'il a eu à investir sur toi, c'était pour t'épouser et te tuer par la suite. Tu étais un sacrifice, tu devais être un sacrifice pour lui. Donc tout ce qu'il faisait pour toi, c'était pour t'éblouir, c'était pour t'avoir dans son piège et te sacrifier ton enfant et toi. Il avait prévu de vous sacrifier dans une secte. Et Yannick vient d'une famille vraiment très riche au pays, dont je préfère taire le nom de la famille. Ils ont vraiment les moyens. Donc, son sacrifice devait être de tuer Manuela et son enfant. Et quand Manuela a su ça, venant du pasteur, venant de sa maman aussi, et certains membres de sa famille qui lui ont dit que ils voient ça à chaque fois qu'ils font des prières, ils voient ça, des hommes de Dieu aussi ont eu à leur dire ça. Elle s'est retirée de la relation sans dire quoi que ce soit à Yannick. Elle s'est retirée de la relation.
Et au jour d'aujourd'hui, elle essaye de reprendre sa vie en main, de reprendre ses formes. Sa formation continue très bien. Et peu de temps après, elle a appris que Yannick s'est mis en couple avec une autre. Et ça n'a pas fait quelques mois. Celle avec qui il était a disparu, on ne la retrouve plus. Et aujourd'hui, Yannick a encore plus prospéré au point où il a des gardes de corps. Quand il marche avec des gardes de corps. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste dire aux jeunes filles de ne pas se précipiter pour le mariage. Vraiment, je sais que c'est quelque chose qui tourmente beaucoup de jeunes filles. On se dit à un certain âge, si on n'a pas un homme sérieux, si on n'est pas dans une relation sérieuse, si on n'est pas avec un homme avec qui on peut se marier dans le futur, vraiment, on a raté sa vie. Non, non, non. Et avant de se mettre vraiment dans une relation, ou avant de dire oui à la demande de mariage d'un homme, mettons vraiment ça en prière. Mais prions vraiment pour nos relations parce qu'on ne sait pas qui est qui. Le diable rôde. On ne sait vraiment pas qui est qui. Et vérifions toujours d'où sort l'argent de nos partenaires. D'où sort leur argent. Vraiment. C'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Prochainement, je vous raconterai d'autres histoires. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Toute la team DMG TV, la famille DMG TV, vraiment partagez autour de vous. Moi, c'est grâce à un partage d'une connaissance que j'ai connu cette page et je suis bénie tous les jours. Bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'histoire. Là, on va passer à la 6e histoire, autant pour moi. Bonsoir, monsieur DMG. Vraiment, merci pour l'opportunité que vous m'avez accordée de vous narrer une part de mes histoires. Au fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un marabout qui vit dans mon quartier. C'est un marabout célèbre, très célèbre, que même les artistes célèbres, les politiciens venaient chez lui pour booster leur gloire, leur richesse, leur chance. Tu vois, au fait, le marabout était tellement célèbre que tout le monde l'aimait dans le quartier. Au fait, y compris moi-même, je l'aimais. J'aimais la manière dont il travaillait pour des gens. Grâce à lui, les artistes que tu ne peux pas voir, tu les vois dans ton quartier venir. Donc, tu vois. Donc, c'est comme ça, un jour, le marabout a pris une fille du quartier. Quand il a pris la fille du quartier, il prenait la fille du quartier. Il y avait un gars qui était dans un coin. C'était un jeune, quoi. Il était dans un coin. Et il regardait la scène. Après que le marabout a pris la fille, quelques heures après, les parents de la fille ont commencé à chercher la fille. C'est là le gars qui était dans le coin a dit à la famille de la fille que j'ai vu le marabout tout à l'heure avec la fille. Peut-être qu'il voulait commander la fille. Allez-y voir si la fille n'est pas chez lui. C'est comme ça la famille de la fille est allée voir le marabout pour savoir si la fille est toujours chez lui ou bien elle est partie s'amuser avec ses amis. C'est comme ça, quand la famille a demandé au marabout, le marabout a commencé à faire certains gestes
qui était comme il avait fait quelque chose à la fille, qui était surprenant quoi, qui était suspect au fait, qui était suspect. Et c'est là, la maman de la fille a commencé à crier. Et c'est là nous sommes sortis, les gens du quartier, les jeunes du quartier, nous sommes sortis pour savoir si qu'est-ce qui se passe. Et la femme crie. C'est là, à notre arrivée, on demande à la femme à savoir si ce qui ne va pas. C'est là la femme commence à nous narrer l'histoire. Les jeunes hommes du quartier demandent au marabout où est la fille. Le marabout ne veut rien dire. C'est là, ils se sont réunis par force. Ils sont rentrés dans la maison du marabout. Ils sont rentrés dans la maison du marabout. C'est maintenant quand ils sont rentrés dans la maison du marabout, ils ont découvert le cadavre de la petite fille qui était perdue. Quand ils ont découvert le cadavre de la petite fille, maintenant c'est là, les jeunes hommes ont dit que non, il y a quelque chose de suspect dans cette maison. Nous devons fouiller toute la maison pour savoir s'il n'y a pas d'autres corps. C'est comme ça, les jeunes hommes ont commencé à fouiller la maison. On a découvert des corps, d'autres cadavres, d'autres corps décapités et 5 bidons de 25 litres remplis du sang humain caillé. C'est là on a demandé au marabout, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces choses-là dans ta maison? Le marabout ne voulait pas parler. C'est comme ça les jeunes du quartier ont commencé à le frapper, tellement ils ont frappé le marabout. Malgré ça, le marabout ne veut rien dire. Ils ont mis le feu à sa maison, ils ont brûlé sa maison. Mais malgré tout ça aussi, le marabout ne veut rien dire. C'est comme ça, la police est arrivée sur le lieu. Quand la police est arrivée, la police a d'abord calmé la foule, quoi. Les dégâts qui étaient là, la police a calmé ça. Quand la police a calmé maintenant, la police demande à savoir ce qui n'allait pas. C'est comme ça, la population a narré l'histoire à la police. La police, à son tour, demande au marabout, monsieur, qu'est-ce que vous faites? C'est comme ça, la police a demandé au marabout à savoir ce qu'il faisait avec tous ces trucs-là dans sa maison, des corps, des cadavres, des corps décapités, du sang humain caillé. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Pendant que même on demandait le marabout, on ne savait même pas que le marabout avait des couvents, d'autres maisons, jusqu'à avoir un hôtel même, que personne ne savait pas. Donc c'est quand la police lui a demandé maintenant, il a dit que non, il fait des WAC, des médicaments de savon de chance, de gloire, de richesse à certains artistes, certains politiciens. Tu vois, et c'est là, la police lui a demandé à savoir comment il fait pour avoir tous ces êtres humains. C'est là il dit que non, il a engagé 2 groupes de filles et de garçons. Les garçons, leur rôle est d'aller chercher les filles. Au fait, il les donne de l'argent, quoi. De l'argent. Bon, il a une somme qu'il donne aux jeunes hommes. D'aller chercher les filles qui vendent dans maquis, les filles qui jouent de busy, les filles qui aiment le luxe, les filles qui aiment le gain facile, là. Donc, les garçons partent chercher ces gens de filles-là pour amener dans un hôtel que lui-même, il a construit. Donc, une fois que les garçons amènent ces filles-là là-bas, les filles-là ne sortent plus. Ils amènent les filles-là et ils les tuent. Les filles maintenant, à leur tour, les filles qu'il a engagées, quoi, à leur tour, si elles partent, elles sortent, il les a aussi donné une somme.
Donc, leur rôle est de jouer comme elles sont des sugar mommy. Donc, elles partent chercher des jeunes hommes qui sont des gigolos, les jeunes hommes qui aiment du gain facile, les jeunes hommes aussi qui kiffent les sugar mommy, pour les ramener dans le même hôtel. Quand les filles amènent ce jeune homme-là, on les tue. Et c'est comme ça qu'ils gagnent du corps humain et du sang humain pour faire ces savons, ces rituels. Tu vois, et c'est comme ça aussi, il a conduit la police dans un couvent où on a découvert un vaudou tellement grand. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ce genre de vaudou. Mais ce vaudou était trop grand que personne même ne peut imaginer. La police était tellement choquée qu'ils voulaient briser, détruire ce vaudou. Et c'est là le marabout dit non, de ne pas détruire. Tellement la police était chaude, l'histoire était trop chaude, la police a... Au fait, si je dis la police, bon, la police ne peut rien. C'est la population qui était trop chaude, quoi. La population était énervée par ces actes. Donc, ils ont commencé à casser ce vaudou. Quand ils ont cassé ce vaudou, maintenant, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait 5 têtes en plus. Beaucoup, une somme qui était trop nombreuse. Une grande, une forte somme qui était là, en bas, qui était juste là. Une forte somme. Si je dis somme, c'est somme d'argent, quoi. Avec 5 têtes humaines. Au fait, sur ce somme d'argent et sur cette tête humaine était construit ce vaudou. Donc, après avoir cassé ce vaudou, maintenant qu'on a découvert cette somme d'argent et les 5 têtes humaines, c'est là, bon, la police lui a demandé à savoir si c'est quel genre de personne il fait ces rituels. C'est comme ça le marabout a commencé, quand il voulait commencer à citer le nom des gens, ces gens qui fait ces rituels-là, le marabout est devenu muet. Il ne parle plus. Il est devenu muet sur le champ. C'est comme si on l'avait envoûté sur le champ, quoi. Il est devenu muet directement. Il ne parle plus. C'est comme ça ils ont pris le marabout en question, il l'a amené à la gendarmerie, à la police, au fait. Parce que nous n'avons pas suivi pour savoir comment le truc s'est terminé. Donc, moi, je suis retournée. Donc, les conseils que je vais donner sur cette histoire à mes soeurs, à mes frères. Mes soeurs, le gain facile, le luxe, c'est trop dangereux, c'est risqué. Le dehors est dangereux. Mes soeurs, vous qui aimez les hommes qui ont de l'argent, dites que non, que je vais épouser un homme qui a de l'argent. Mes soeurs, c'est une femme qui construit son homme. Il faut souffrir avec ton homme. Demain, quand vous allez gagner, c'est pour toi. Si l'homme gagne, c'est pour toi. Si l'homme ne gagne pas aussi, bon, continue de prier. Les hommes, vous qui n'aimez pas travailler, qui aimez le gain facile, prendre des sugar mommy, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Le dehors est dangereux, le dehors est mauvais. Faites très très attention, mes frères et sœurs. Faites très très attention, car la vie n'est pas ce qu'on croit. Merci. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Merci, on se reprend demain à 12 h pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.